Les carnets du pivert. Les carnets du pivert. Bienvenue sur les carnets du pivert, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Je suis Between the Books et vous me retrouvez pour mon deuxième vlog, podcast de lecture. Alors je reprends le format du vlog, si on peut appeler ça comme ça, pour vous parler de mes lectures du mois de juin. Alors pourquoi je reprends ce format ? Parce que la première fois, celui sur Balzac a eu des retours plutôt constructifs et positifs. Donc je me suis dit que ça pouvait être un format intéressant quand j'ai des lectures conséquentes ou sur un même thème au cours d'un mois. Alors ici, je suis de nouveau un challenge de lecture organisé par Nabolita qui nous avait invités à choisir un auteur ou une autrice à lire au cours du mois de juin. Le hashtag c'est un mois, un auteur RIS. Et moi j'ai choisi Camus. Alors pourquoi j'ai choisi Camus ? Parce que c'est un auteur qui revient assez régulièrement dans les recommandations, mais surtout toute cette année, j'ai beaucoup entendu parler de lui, j'ai regardé des reportages à la télé, à la radio, enfin j'ai écouté des reportages à la radio plutôt, et je me suis aperçue que je le connais assez peu, alors que pourtant son propos m'intéressait. Et j'ai été voir dans ma bibliothèque pour voir ce que j'avais de Camus. J'ai sorti donc un recueil de pièces de théâtre, donc paru chez Folio. Dedans, il y a Caligula et le malentendu. J'ai sorti La peste de Camus. Et j'avais aussi L'étranger. Alors, j'ai écarté L'étranger parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois. C'est un incontournable de la lecture scolaire. Donc je ne me voyais pas relire ça pour la 4e ou 5e fois. Par contre, je voulais relire La peste parce qu'il me semble que je l'ai lu, mais je n'ai absolument aucun souvenir de ce livre. Et les deux pièces, donc Caligula et Le malentendu, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas de quoi ça parle, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je vous invite à me suivre dans cette découverte de Camus. It's not a game, it's a rich thing. Hélicon. Oui, Caius. Caligula, tu penses que je suis fou ? Hélicon, tu sais bien que je ne pense jamais. Caligula, oui, bon. Mais je ne suis pas fou, et même je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. Hélicon, c'est une opinion assez répandue. Caligula, il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, enfin de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Hélicon, c'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Caligula se levant, tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu, mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour ? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Hélicon, et qu'est-ce donc que cette vérité ? Caligula, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Hélicon, oh non, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Caligula, alors c'est que tout autour de moi est mensonge et moi,
Je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Hélicon, ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Caligula s'asseyant. Cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Hélicon, et pourquoi donc? Caligula, si je dors, qui me donnera la lune? Alors on est mardi 6 juin et j'ai déjà lu les 2 pièces de théâtre, donc Caligula et le malentendu. Et en fait je me suis aperçue que ces 2 pièces de théâtre faisaient partie d'un cycle, donc un cycle de 4 œuvres, qui s'appelle le cycle de l'absurde et qui est composé donc de Caligula, le malentendu, l'étranger et le mythe de Sisyphe qui est un essai. Et donc évidemment je me suis dit qu'il fallait que je commande en urgence le mythe de Sisyphe chez mon libraire. Alors, de quoi parlent ces pièces de théâtre? Donc d'abord Caligula, c'est une pièce de théâtre en 4 actes qui a été publiée en 1944. Dans cette pièce, on rencontre Caligula, qui est un empereur romain, et qui est un empereur qui a existé, puisque en fait la source principale de cette pièce, c'est un livre de l'auteur latin Suétone. Et Caligula est un empereur qui a d'abord été très aimé par son peuple, avant de devenir complètement tyrannique, et il est assassiné au bout de 3 ans. Et Caligula, il a laissé dans les mémoires une image d'empereur fou. Alors c'est ce personnage-là que reprend Camus pour sa pièce, et Caligula, qui est donc ce prince aimable au début de la pièce, s'aperçoit à la mort de Drusilla, qui est sa sœur mais aussi sa maîtresse, que le monde tel qu'il est n'est pas satisfaisant, n'a aucun sens, et il devient complètement obsédé par l'impossible, par la volonté de réaliser l'impossible, et il va décider d'exercer une forme de liberté totalement illimitée, alors par le meurtre, par la perversion, par la manipulation. Et en fait, toutes ces actions ont pour but de prouver sa liberté. Et dans sa révolte permanente contre le destin, finalement, contre l'absurdité et contre le vide de sens de ce monde, Caligula, en tuant, en renversant les valeurs, nie les hommes et surtout considère qu'il ne fait plus partie de leur communauté. Et c'est ça qui finalement le conduit à la mort. Pour moi, cette pièce met en scène une forme de suicide destructeur. Alors, ce que j'ai compris, moi, de cette pièce, c'est que Caligula incarne une forme de nihilisme absolu, une mise en acte totale de l'absurde, qui échoue finalement, parce que il y a une dimension en fait autant philosophique que politique dans la pièce, en particulier vu le contexte de publication, puisque la pièce a été publiée en 1944. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que la pièce rappelle qu'on ne doit pas nier l'homme, que sa vie est respectable en tant que telle, et que finalement, la seule réponse face à l'absurde du monde, c'est l'amour. Mais j'avoue que cette pièce m'a un peu échappé, et je pense qu'il faudrait que je lise des ouvrages critiques à son sujet pour mieux en cerner tous les enjeux. En ce qui concerne Caligula, vous venez de nous dire que l'histoire elle-même vous intéressait avant tout. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de héros antiques, est-ce que, à l'abri de cette histoire, vous en profitez pour vous adresser à vos contemporains? Est-ce que ce n'est pas le moyen pour vous de rattacher l'ancien au présent et de montrer qu'au fond rien ne change en ce qui concerne les êtres? Je n'ai pas envie de le montrer, c'est plutôt le sentiment que j'ai moi-même. Je ne trouve pas que la réaction d'un empereur romain du type Caligula soit tellement différente de certaines réactions qu'on trouve dans le monde moderne. Caligula avait ceci de particulier qu'il était tyran, mais qu'il n'était pas absolument inintelligent, ce qui le rendait évidemment un peu solitaire dans la compagnie des tyrans. Ceci dit, il est bien évident que ces réactions peuvent être celles d'un certain nihilisme contemporain. Mais je n'essaie pas de le démontrer, simplement je le sens profondément moi-même, donc j'en parle.
Ensuite, j'ai lu Le Malentendu, qui est une pièce en 3 actes. La première représentation a eu lieu le 24 juin 1944, donc on est sur la même période. Hein. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la pièce fait partie du même cycle de l'absurde. Alors, l'histoire se situe dans une auberge, et on voit Yann, alors j'imagine que ça se prononce comme ça, qui est un jeune homme heureux, amoureux, plutôt riche, et qui revient en fait au pays, et qui revient chez lui, à l'auberge, pour renouer avec sa famille qu'il a quittée. Donc on en conclut que les propriétaires de l'auberge sont sa famille. Mais pour faire la surprise à sa famille, il ne révèle pas son identité. Les 2 aubergistes, en fait, ce sont 2 femmes, une mère et sa fille, donc on en conclut que c'est la mère de Yann et la sœur de Yann. Et ces 2 femmes ont l'habitude de tuer leurs hôtes pour les dépouiller afin de se constituer un petit pécule qui leur permettrait de partir au soleil. Et donc évidemment, comme Yann ne révèle pas son identité, ce qu'on craint arrive, c'est-à-dire que les 2 femmes assassinent leur fils et leur frère. Donc, Le Malentendu, comme son titre l'indique, repose sur un procédé théâtral qui s'appelle le quiproquo. Normalement, c'est un procédé théâtral comique, mais ici, il prend une dimension tragique, ce qui fait que le lecteur-spectateur, dès le début de la pièce, a compris comment ça allait finir, et attend ce dénouement tragique, tout en espérant que ça va pas se passer comme ça et que le malentendu va être résolu avant l'acte horrible qui va se dérouler à la fin. Pour le coup, l'absurde, tel que moi j'ai pu le connaître en étudiant l'étranger par exemple, je l'ai trouvé moins visible. Par contre, il y a des thématiques très très fortes dans la pièce. D'abord, les conséquences de l'absence de la parole, les conséquences de l'indicible, qui font que ne pas parler, ne pas révéler, ne pas être transparent, conduit à des quiproquos, conduit à ne pas être reconnu et donc conduit au malheur. On peut voir aussi que l'amour manquant, conduit à une forme de sécheresse, parce que les 2 femmes, finalement, n'aiment plus. Alors la mère a perdu son fils puisqu'il est parti, et visiblement l'amour de sa fille n'a pas compensé le départ de son fils. Et la sœur s'est construite contre l'amour des hommes et contre l'amour même de sa mère. Et c'est ce qui l'a conduit finalement à ne plus tenir compte de la vie des gens. Et la fin de la pièce identifie, alors par un comique un peu grinçant, le domestique, qui est un personnage muet tout au long de la pièce et qui ne fait que passer, qui est une sorte de témoin. Donc, il identifie ce domestique à Dieu, et ce Dieu affirme son absence puisque un personnage prie en demandant l'aide de Dieu, c'est la présence de Dieu, et ce domestique dit non. Le thème de l'absurde m'a semblé un peu moins visible, même si dans le détachement des personnages qui semblent étrangers les uns aux autres et qui se murent dans des conventions, dans des attitudes conventionnelles, c'est peut-être là qu'on peut voir ce rapprochement avec l'absurde. Et l'attitude de la sœur, par exemple, peut faire penser à l'attitude de l'étranger, du personnage du héros dans l'étranger. Par contre, le point commun finalement entre les 2 pièces de théâtre, pour moi, c'est le message que moi j'ai cru comprendre, c'est-à-dire que l'amour est la seule chose mise en valeur, comme la seule chose qui peut unir les hommes, et finalement serait la seule réponse à l'absurde. C'est-à-dire que le monde est vide, le monde... il n'y a pas de sens au monde, Dieu est absent, et face à ce vide, on ne peut que le remplir par l'amour. Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée.
Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins. Ces amants moraux se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Étonnez-vous après cela que le monde est mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout hélas quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire le théâtre. Contrairement à certains autres bonheurs, celui-ci d'ailleurs dure depuis plus de 20 ans. Et je crois que quand même je le voudrais, je ne pourrais pas m'en passer. Donc maintenant, je vais lire La peste de Camus. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'évidemment, vu le contexte du post-confinement, je me demande un petit peu ce que je vais y trouver. Je sais que c'est un livre dont les ventes ont explosé en période de confinement parce que ça ressemblait à la situation qu'on était en train de vivre. Donc voilà, je vais redécouvrir ce livre dont je n'ai absolument aucun souvenir. Alors, on est le 12 juin. Je viens de récupérer mon livre Le mythe de Sisyphe à la librairie. Je suis toujours en train de lire La peste de Camus. J'avance assez doucement, non pas parce que le texte est compliqué, en fait ça se lit même plutôt très bien, mais tout simplement parce que je suis tellement épuisée que le soir j'ai pas l'énergie de lire beaucoup. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai fini La peste. La peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. Alors, on est le 21 juin, j'ai fini La peste depuis 3-4 jours, je crois, et j'ai adoré. Vraiment, c'était une super lecture, dont je vais essayer de vous faire le bilan là tout de suite. Donc La peste est un roman publié en 1947, ça a reçu le prix des critiques, et ça fait partie d'un cycle, là encore, c'est le cycle de la révolte,
Dans ce cycle, on va compter Les Justes, qui est une pièce de théâtre, alors que j'ai lu et que j'avais d'ailleurs oublié de mettre dans la liste des œuvres de Camus que je possède, et un essai, L'Homme révolté. Et en général, on considère que c'est ce cycle-là qui a conduit Camus à recevoir le prix Nobel de littérature en 1957. Alors, qu'est-ce que raconte La Peste ? Eh bien, c'est la ville d'Oran, en Algérie, qui est touchée par la peste. Et donc, ça va être une sorte de chronique de la vie quotidienne de cette ville d'Oran pendant la période de la peste. Le personnage principal, c'est le docteur Rieux, qui lutte contre cette maladie. Et progressivement, au cours de l'histoire, il va s'entourer d'autres personnages, donc son voisin, Tarou, Joseph Grand, qui est un employé de mairie, Rambert, qui est un journaliste parisien, etc. Alors par contre, la première chose que j'ai pu remarquer, c'était l'absence des femmes dans le roman. Alors, il n'y a qu'une seule femme dont on parle, c'est la mère de Rieux, qui est une vieille femme. Et sinon, on parle de 2 autres femmes, mais qui n'ont pas de nom. On nous parle de la femme du docteur Rieux qui, dès le début du roman, quitte Oran pour aller se faire soigner sa tuberculose en France. Et une autre femme qui n'est jamais nommée et qui est la compagne de Rambert. Et ces 2 personnages féminins représentent des personnes aimées et lointaines. Alors en fait, elles semblent être celles que l'on doit abandonner dans le combat, au cours du combat. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire parce qu'en fait, c'est vraiment l'évolution de la peste, c'est-à-dire depuis les premiers rats qu'on retrouve morts dans la ville jusqu'à donc l'apogée de la peste et le fait qu'on n'arrive plus à compter le nombre de morts, jusqu'à la décroissance progressive de la maladie et puis le déconfinement finalement. Alors, ce roman est le plus souvent compris comme une métaphore du nazisme, donc la peste est associée au nazisme, et les différents personnages rencontrés dans l'histoire représentent les attitudes face à l'occupation. Donc évidemment, par exemple, Tarou et Rieux, ce sont 2 personnages qui luttent contre la maladie, donc ils vont faire partie des résistants. Rambert, le journaliste parisien, hésite pendant très longtemps entre s'engager dans le combat contre la peste ou bien s'enfuir pour retrouver sa bien-aimée et donc faire passer avant tout ses intérêts personnels. On a Joseph Grand, par exemple, qui est un employé de mairie qui va avoir en fait 3 activités au sein du roman. Donc il est employé de mairie, donc le jour il travaille à la mairie, ensuite il s'engage dans la lutte contre la peste, et en plus quand il rentre chez lui, il a un projet personnel qui est celui d'écrire une sorte de roman, en fait, mais il ne travaille toujours que la première phrase. Et évidemment, on a un autre personnage qui s'appelle Cottard, qui lui se réjouit plutôt de cette peste, alors pour des raisons pas toujours très claires, mais évidemment, on peut imaginer que Cottard fasse référence à la collaboration. Donc, c'est un roman finalement à thèse, un roman métaphorique, mais c'est aussi un roman qui peut être compris comme une expérience de l'enfermement ou de l'exil. D'ailleurs, le mot exil, c'est un mot qui revient énormément dans le roman. Et Camus, il insiste beaucoup sur la souffrance des séparés. Il consacre de très très belles pages aux séparés. Donc les séparés, ce sont les gens qui, en fait, sont séparés par le confinement. Et il explique à plusieurs reprises que c'est finalement eux qui souffrent le plus. Et c'était vraiment assez intéressant d'avoir ce point de vue sur la séparation et sur la place de l'amour dans la lutte, en fait, parce que, si j'ai bien compris, si on suit le fait que la peste soit une métaphore du nazisme, quelque part, l'engagement dans la résistance signifiait un renoncement à ses intérêts personnels et forcément à une séparation. Et évidemment, on peut penser à tous ces couples qui ont été séparés par les faits, ou bien ces hommes qui s'engageaient dans la résistance et qui donc, comme ils prenaient le maquis, devaient abandonner leur femme, par exemple, ou bien devaient rompre avec leur famille parce qu'ils devaient cacher leur identité, etc. Donc ça peut aussi faire référence à tout cela. Mais évidemment, dans le contexte du confinement, à la lumière de notre propre épidémie,
on peut voir dans le texte une autre couleur. Et en fait, en lisant tout le début du roman, j'ai été frappée par la pertinence du propos. En fait, Camus arrive à mettre des mots extrêmement précis sur toutes les impressions et toutes les émotions que j'ai pu ressentir pendant les mois du confinement. Alors évidemment, nous, ça s'est arrêté assez tôt et ça n'a pas pris les proportions de la peste telle que la connaît Oran dans le roman. Mais j'ai été vraiment frappée par cette pertinence et je me dis que finalement, si la peste est une métaphore du nazisme, alors toute proportion gardée dans la comparaison évidemment, mais on peut imaginer que finalement la souffrance psychologique qu'ont pu endurer les personnes au moment de cette guerre, au moment où en fait ils ont tout perdu, où ils ont perdu tous leurs repères, dans une proportion évidemment assez peu comparable, pourrait être rapprochée des pertes de repères qu'on a pu ressentir pendant le confinement. Et évidemment, la métaphore de la guerre reprise par le président Macron pourrait presque se justifier par ce roman. Évidemment, je ne dis pas que être confiné dans une maison à la campagne avec tout le confort, internet, etc. est comparable à ce qu'ont pu vivre les gens qui ont fui, qui ont dû fuir et quitter femmes et enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que ces deux événements ont des points communs, et d'ailleurs c'est même pour ça que Camus dit que son roman est un roman de l'expérience de l'enfermement, et il y a quelque chose de cela. Alors évidemment, c'est aussi un roman sur l'homme face au monde, face à l'injustice de la mort, et alors ça pour moi ça a été les pages les plus intenses. C'est quand les personnages commencent à se poser la question de leur engagement. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à lutter contre la peste alors que la peste est plus forte qu'eux ? Est-ce qu'on peut trouver un sens à la peste ? Parce qu'évidemment, à un moment, on a Panelou qui est un prêtre qui dit que c'est un fléau envoyé par Dieu, donc qui donne du sens à cette peste, alors que pour Rieu, il n'y a pas de sens à la peste. La peste existe en tant que maladie, et en tant que docteur, il se doit de lutter contre cette maladie. Point. Et donc finalement, cette réflexion sur le sens de la lutte contre la peste était extrêmement intéressante, et il y a une conversation entre Tarou et Rieu à ce sujet, et Tarou, en fait, c'est un homme révolté contre le fait qu'un homme puisse en condamner un autre à mort. Il lutte contre la mort parce qu'il trouve que c'est injuste. Alors que Rieu, lui, il va lutter sans fin et vainement contre la peste parce que pour lui, il faut lutter contre la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ces deux luttes vaines, finalement, sont les plus humaines, parce que la solution religieuse qui donne un sens à la peste échoue, le cynisme de Cottard, qui profite de la peste, évidemment est rejeté et plus ou moins condamné, même s'il y a une forme, et alors c'est ça que j'ai apprécié chez Camus, c'est qu'il n'y a aucun moment où les personnages sont clairement présentés de façon négative. Il y a toujours un regard bienveillant, il y a toujours un regard de compréhension, aucune réaction n'est jugée, elle est présentée comme humaine et elle est respectée en tant que telle. Et ça, j'ai trouvé que c'était la grande force de ce roman. C'est-à-dire que les hésitations de Rambert sont présentées comme valables et comme normales. Et on ne présente pas Rieu comme un héros, mais comme quelqu'un qui a fait le choix de s'engager dans la lutte. Et c'est son choix. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est son choix, c'est un choix humain. Donc le modèle proposé, finalement, face à la mort et face à la peste, quelle que soit la forme qu'elle prenne, c'est de faire ce qu'on peut, dans sa conscience, avec sa conscience, et de regarder les hommes avec compassion. Et rien que pour ça, ce roman est à lire absolument, parce qu'il cherche à remettre à la place les choses avec leur vraie valeur. C'est-à-dire que c'est pas du tout des œuvres engagées du type il faut s'engager dans la résistance parce que c'est un acte moral, etc. Moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il n'y a aucune moralisation.
il y a les faits tels qu'ils sont dans toute la complexité humaine. Finalement, rien ne vient à bout de la peste. Aucune action humaine ne vient à bout de la peste. La peste s'arrête par elle-même, ce qui est assez réaliste finalement pour une maladie. Et finalement, c'est juste, les hommes après, ils se comportent face à la peste avec leur morale, avec leur conscience, avec leur façon de comprendre le monde. Mais voilà, pour moi, c'est une œuvre, je comprends l'importance de cette œuvre, et ça m'engage à lire davantage ce qu'il a pu écrire. Ma prochaine lecture est un essai, Le mythe de Sisyphe, qui fait partie du cycle de l'absurde. Et en ayant lu cet essai, j'aurais donc lu en entier le cycle de l'absurde. Du moins, je connaîtrais en entier le cycle de l'absurde. Alors nous sommes le 4 juillet, ça fait à peu près une semaine que j'ai terminé Le mythe de Sisyphe de Camus. Donc c'est un essai qui appartient au cycle de l'absurde, comme on l'a déjà vu, et qui a été publié en 1942. Dans cet essai, Camus présente sa philosophie de l'absurde. Il la définit et il explique en quelque sorte comment doit se comporter l'homme une fois qu'il a compris l'absurdité du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de l'absurde ? C'est parce que pour lui, le monde est inintelligible, irrationnel, dépourvu d'une vérité absolue. En fait, il explique que ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Donc finalement, l'absurde, ce n'est pas l'homme ou ce n'est pas le monde qui est absurde, c'est la confrontation de l'homme au monde, quand il se rend compte que le monde est absurde, est irrationnel, alors que lui, l'homme, a besoin de rationalité. Donc c'est cette confrontation, cette perception des limites de l'homme face au monde qui est l'absurde. L'absurde, c'est une sorte de prise de conscience. Et donc, dès le début de son essai, Albert Camus se pose une question qui est assez choc, en fait, puisqu'il commence par la notion du suicide. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Donc, c'est un thème que finalement, moi, j'ai jamais vraiment vu aborder en philosophie, dans le peu de philosophie que j'ai fait. Et donc, j'ai vraiment été marquée par cet incipit. Et finalement, l'objectif de l'essai de Camus, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il essaye de finalement étudier le sens de la vie. Alors, je vous ai dit que c'était en 4 chapitres. Donc le premier chapitre, c'est le raisonnement absurde, c'est-à-dire que dans ce chapitre, il essaye de définir donc cette prise de conscience de l'absurde. Et pour ça, il confronte cet absurde aux différentes philosophies qui ont déjà relevé ce sentiment de l'absurde et qui ont donné des réponses. Et il observe que les philosophies qui ont déjà éprouvé ce sentiment de l'absurde ont donné 2 types de réponses, ou bien le choix total de l'irrationnel et de se tourner vers Dieu, en renonçant en fait à comprendre et en disant qu'il y a probablement une rationalité supérieure qui serait celle de Dieu, ou bien en faisant triompher absolument la raison. Pour Camus, ces 2 façons de résoudre le problème, en fait, ne sont pas satisfaisantes. Il appelle ça des sauts, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il y a un moment où on esquive la confrontation avec l'absurde, on fuit l'absurde en quelque sorte en lui donnant une réponse, alors que pour lui, il s'agit de constater cette contradiction entre l'homme et le monde, mais de ne pas la fuir, mais de vivre dedans, en fait. De vivre dans cette contradiction
au quotidien. Et finalement, il explique que les philosophies qui ont déjà, en fait, qui ont évité, qui ont réalisé ces sauts, qui ont évité l'absurde, ont réalisé des suicides philosophiques. De cette contradiction absurde, Camus, lui, tire 3 conséquences. La révolte, qui est celle de ne jamais se satisfaire, en fait, de cet absurde, la liberté et la passion. Pour Camus, il ne faut pas se suicider parce que le monde est absurde, ou parce que du moins il y a cette contradiction entre l'homme et le monde, mais il faut vivre le plus. Et il fait bien la différence entre vivre le mieux, qui apportera une dimension morale, à vivre le plus, qui serait faire le plus d'expériences possible, le plus d'expériences de la passion et de la liberté. Dans un deuxième chapitre, il va étudier 3 figures d'hommes face à l'absurde. Alors il va d'abord parler de Don Juan, dans une analyse absolument fascinante et qui m'a beaucoup interrogée sur ma compréhension du personnage de Don Juan, la figure de l'acteur et la figure du conquérant. Sur ces 3 figures, c'est celle du conquérant que j'ai sans doute le moins comprise. Dans le 3e chapitre, il va aborder un aspect peut-être plus pointu, qui est le rapport entre la création artistique et l'absurde. Pour voir est-ce que la création artistique est finalement un saut, c'est-à-dire est-ce que ça permet d'éviter l'absurde en rendant du sens au monde, ou bien c'est un acte qui s'inscrit dans la confrontation à l'absurde. Et enfin, le 4e chapitre s'appelle le mythe de Sisyphe et donc a donné son nom à l'essai. C'était pour moi la partie la plus attendue parce que le mythe de Sisyphe est pour moi un mythe assez important, très fort en symbolique, et je voulais voir ce qu'en fait Camus. Et en fait, il réinterprète le mythe avec l'éclairage de la philosophie de l'absurde. Et Sisyphe devient l'incarnation de l'homme face à l'absurde, mais l'incarnation de l'homme qui dit oui à l'absurde. C'est-à-dire que il ne fuit pas et assume sa condition d'homme face à l'absurde, puisque sa tâche, je vous rappelle que Sisyphe est condamné aux enfers à pousser une pierre jusqu'en haut d'une montagne, et arrivé en haut, la pierre déroule jusqu'au bas de la montagne, et donc il doit recommencer sa tâche. Donc évidemment, sa tâche est absurde, et sa punition relève de l'absurde, puisqu'il recommence toujours la même tâche. Et finalement, le fait qu'il continue et qu'il assume cette tâche de façon infinie, c'est ça l'homme absurde. Et finalement, Camus finit sur l'idée qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Le livre ne finit pas là-dessus. Il finit sur un appendice sur Kafka, qui m'a semblé être la partie peut-être la moins claire, et en même temps il y avait des choses très intéressantes sur Kafka. Mais moi, les 2 chapitres qui m'ont les plus marqué, c'est le 1er et le 4e. Je pense que c'est un essai qu'il faut lire et relire comme une sorte de vade-mecum pour affronter l'angoisse de l'absurde. Parce que finalement, moi, si j'ai voulu lire ce livre, c'est parce que je suis une grande angoissée, et cette angoisse naît régulièrement justement de l'irrationalité du monde, de l'irrationalité du comportement des hommes, de beaucoup de choses que je ne comprends pas, et aussi de l'absence de maîtrise sur le monde, qui m'angoisse beaucoup. Et finalement, j'ai été tentée moi aussi de faire ces sauts, c'est-à-dire de me réfugier soit totalement dans l'irrationnel, soit dans l'hyper-rationnel. Et Camus, à travers le mythe de Sisyphe, m'a donné des pistes de réponse que je voudrais approfondir en les mettant en expérience, en essayant de voir comment elles peuvent s'appliquer pratiquement à ma vie. Et donc je pense que c'est un livre qui va être fondateur pour moi et dont je vais avoir besoin de relire les pages assez régulièrement. Et à l'issue de cela, en fait, je me suis dit que je voulais lire le reste de ce qu'a écrit Camus. En particulier, j'aimerais lire son 2e essai qui s'appelle L'homme révolté.
j'aimerais lire Noce, j'aimerais lire L'été. Bref, je veux vraiment continuer à lire Camus parce que j'ai l'impression qu'il il aide les gens à vivre. Il leur apporte pas de réponse intellectuelle, il leur apporte une réponse pratique et humaniste. Et c'est ça que j'aimerais creuser avec Camus. Et donc, il est possible que je continue de lire Camus au cours de l'été. Il n'empêche que, dans la mesure toujours où je puis avoir une opinion sur moi-même, les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Et, naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'ai été amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'ai été amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ce n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie. J'espère que ce vlog, très long, puisqu'on a passé la demi-heure probablement, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Moi, cette expérience de lire un auteur pendant un mois, je l'ai trouvé vraiment efficace pour se plonger entièrement dans un système, en fait, système de pensée. Et c'est peut-être quelque chose que je reprendrai à l'avenir, histoire d'avoir une vue d'ensemble, en fait, sur une œuvre, parce que je pense que ça permet de mieux comprendre, finalement, les textes qui intègrent cet ensemble. Alors, comme d'habitude, si vous avez envie de discuter avec moi de ce que j'ai compris de Camus, si vous avez par exemple soit des lectures à me conseiller, soit des informations, des explications à m'apporter, peut-être parce que vous avez constaté que j'avais mal compris quelque chose, ou peut-être que vous avez une autre compréhension des livres que j'ai lus. Bref, si vous voulez discuter de tout ça, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux. Donc je suis présente sur Instagram, sur Facebook, avec le nom Between the Books. Vous pouvez me retrouver sur mon blog betweenthebooksentourennes.wordpress.com. Et si ce podcast vous a plu, s'il vous a intéressé, je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, à le noter de façon à ce qu'il puisse être conseillé à d'autres. Et si vous voulez le soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de le partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.